Un plaisir de vous informer sur Espace TV. Vous êtes au 20h. Voici les titres du journal. Le gouvernement guinéen et la Banque mondiale ont signé ce lundi un protocole d'accord relatif au projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée et il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains et il va s'étendre sur 10 ans. Libéralisation du code de transaction USSD par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. C'est une action qui vient ainsi mettre fin au monopole des opérateurs de téléphonie. Et puis le prix de loyer est fixé en fonction de l'humeur des concessionnaires et à sa guise, un état de fait qui favorise la cherté de loyer. Des citoyens victimes se plaignent et demandent l'implication de l'État afin de réguler le secteur. Dans sa politique de diversification de l'économie nationale, le gouvernement guinéen et la Banque mondiale ont signé ce lundi un protocole d'accord relatif au projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée, PEDAC en abrégé. Le projet comprend 2 phases, soit 5 ans pour chaque phase, et il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Ali Badara Kamara, Aboubakar Keke Bangoura pour le compte-rendu. L'économie guinéenne est depuis un certain moment consacrée en grande partie à l'exploitation des ressources minières. Aujourd'hui, avec ce projet, la Guinée veut aller au-delà pour rompre la chaîne de facteurs limitatifs des secteurs porteurs de croissance dans le pays. Pour ce projet, le gouvernement guinéen et la Banque mondiale, conformément au programme de développement de l'agriculture commerciale, veulent aller vers une production et la commercialisation des produits agricoles du pays. La mise en œuvre du présent projet vise à aider la Guinée à transformer son secteur agroalimentaire en un secteur agricole commercial, compétitif et inclusif. Il permettra d'attirer des investissements privés locaux et étrangers pour développer des chaînes de valeur agricoles inclusives afin d'approvisionner les marchés internationaux, régionaux et nationaux. Financé à hauteur de 100 millions de dollars américains, soit 50% par la Banque mondiale et 50% à crédit pour une échéance de 10 ans. Pour une agriculture commerciale inclusive et durable, le projet s'étendra sur une période de 8 ans avec des opportunités d'emploi directs et indirects. Nous espérons donc à terme que ce programme d'agriculture commerciale, sur la première phase donc de 4 années, va permettre à la Guinée de générer plus de 24 000 emplois pour les jeunes et les femmes, notamment au niveau des chaînes de valeur, mais surtout augmenter de plus de 145 000 le nombre d'agriculteurs de ménages ruraux qui seront en mesure de bénéficier des opportunités commerciales tout au long donc de ces chaînes de valeur, notamment sur l'anacarde, le fonio, les fruits et légumes et tout ce qui porte donc sur la production animale. Il vise également à améliorer l'accès au marché des zones identifiées avec la réhabilitation des pistes rurales et la création du centre d'agrégation et de logistique, mais aussi d'augmenter le nombre d'agriculteurs et de ménages ruraux ayant des emplois ou bénéficiant des chaînes de valeur de l'agriculture commerciale dans les zones couvertes. À la fin de son allocution, le ministre de l'Économie et des Finances a rassuré la Banque mondiale à travers son représentant de l'utilisation rationnelle et optimale des ressources mobilisées dans le cadre de la mise en place du projet d'agriculture commerciale en Guinée. C'était le compte-rendu de Ali Badara Kamara et d'Aboubakar Keke Bangoura. Comment améliorer la mobilisation et la gestion des ressources financières locales? La question est depuis ce matin au centre d'une rencontre des élus locaux et cadres des différentes communes de la capitale. Durant 5 jours, ces cadres vont renforcer leurs capacités sur la question afin d'améliorer la gestion dans leurs services. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers le gouvernorat de la ville de Conakry. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla pour le compte-rendu. Ce sont des receveurs, des chefs services financiers, des représentants des maires, des coordinateurs, des chefs de quartier et des chefs services de l'état civil qui prennent part à cette rencontre. Ces cadres ont été ciblés en raison de leur responsabilité au niveau des communes à l'état civil dans la mobilisation des recettes. Cette représentation de personnel de cadres
joue un rôle important dans la mobilisation des ressources au niveau des collectivités. Donc, c'est ce qui nous a amené à les regrouper en vue de pouvoir revoir, parce que c'est un rappel. On fera des séries de rappels pour le changement de méthode et de travail dans leur environnement, dans leurs services. Les participants échangeront sur les ressources affectées par l'État aux communes, leur catégorisation en recettes fiscales et non fiscales pour une gestion, n'est-ce pas, efficiente. Il faut les apprendre à comment élaborer leur budget, comment, n'est-ce pas, exécuter leur budget, n'est-ce pas, à travers, au regard du respect du principe de séparation de fonctions entre ordinateur et comptable, n'est-ce pas, et les apprendre les différentes imputations budgétaires qu'ils doivent respecter. C'est le directeur de cabinet du gouvernorat qui a présidé le lancement des travaux. Il les a invités à plus d'attention pour mieux assimiler les échanges. Parce qu'ils ont été choisis sur la base d'un minimum de confiance pour qu'au sortir du dit atelier, ces agents d'état civil et autres assimilés aient toutes les capacités par rapport à leur profil porté sur la mobilisation des ressources financières locales au niveau des communes. 40 participants prennent part à ces travaux qui dureront 5 jours. Et je vous l'annonçais tantôt, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a procédé à la libéralisation du code de transaction USSD. L'objectif consiste à ouvrir la voie aux fournisseurs de services à valeur ajoutée. Elle vient ainsi mettre fin au monopole des opérateurs de téléphonie sur ce code de transaction. Sekou Alphonse Mara. L'État guinéen, à travers l'autorité de régulation des postes et télécommunications, vient de procéder à la libéralisation du code USSD. Aux yeux des non-initiés, ce terme est étrange et incompréhensible. Mais qu'en est-il réellement? Alors, USSD, l'acronyme, c'est des données de services supplémentaires non structurés. Ce sont des numéros courts de 3 à 4 chiffres, par exemple, qui sont octroyés ou mis à la disposition d'un fournisseur de services à valeur ajoutée par la RPT, et par après, ce fournisseur de services à valeur ajoutée se rapprochera de l'opérateur de son choix, n'est-ce pas, pour faire un lien entre ce numéro court et les numéros normaux à 9 chiffres qu'on utilise aujourd'hui. Pour le régulateur, cette action ouvrira la voie à de nouvelles formes de transactions et permettra d'accroître les activités financières numériques et sécurisées. Les concernés sont principalement les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Mais la sécurité dont je parle, c'est par rapport aux transactions, par exemple. Il faut que le fournisseur de services à valeur ajoutée soit capable de mettre en place une infrastructure sécurisée et les équipements qui vont servir à la mise en place de ces infrastructures-là doivent être homologués par l'ARPT, n'est-ce pas? Et quand l'infrastructure est en place, l'ARPT a des mécanismes de contrôle, n'est-ce pas, de cette plateforme-là. Le directeur général adjoint de l'ARPT précise l'utilité de cette opération sur le quotidien du Guinéen. Avec la libéralisation du code USSD, nos concitoyens qui vivent dans les zones rurales, n'est-ce pas, leur permettre en fait d'accéder aux transactions financières mobiles, même s'ils n'ont pas l'Internet, et de façon facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui proposent des services via des codes USSD, mais ces codes USSD, elles les obtenaient via l'opérateur. Nous avons trouvé la nécessité d'organiser tout cela pour permettre à nos concitoyens d'enrichir leur vie à travers les TIC. Cette libéralisation est une aubaine pour les personnes physiques et morales qui attendaient depuis plusieurs années. Autre sujet dans ce journal, la société civile guinéenne est-elle vraiment politisée? Cette question se pose et beaucoup d'observateurs répondraient par oui. Leur argument, c'est ce qui l'empêcherait de travailler de façon impartiale, indépendante. Comment inverser cette tendance dangereuse, j'allais dire, pour la nation? Et cette autre question était sur la table ce mardi à Conakry avec des acteurs. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré pour le compte-rendu.
Dans sa communication, le président du Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine est longuement revenu sur le cas des responsables d'ONG de défense des droits de l'homme. Pour lui, ceux-ci seraient aujourd'hui sympathisants des partis politiques de l'opposition. Il cite nommément le président du Human Rights Watch, qui, selon lui, serait à l'origine des rapports qui évoquent les violations des droits humains en Guinée. Nous avons des preuves, nous avons assez de preuves par rapport aux organismes, aux ONG et aux organismes de défense des droits de l'homme qui se font passer pour des personnes impartiales et neutres. Pourtant, dans le fond, ils ne le sont pas. Et nous avons des preuves. Et lorsqu'un débat s'agissait sur ça, on peut les étayer, on peut tous les étaler sans difficulté. Tous les noms cités sont supposés être des sympathisants de l'opposition. Pourquoi ne dénoncez-vous pas des acteurs de la société civile supposés rouler aussi pour la mouvance présidentielle? S'interroge un confrère. Il y a bien évidemment ceux qui soutiennent aussi la mouvance, je l'ai dit dans nos propos, que nous sommes en train de mener des enquêtes aussi pour les dénoncer. Nous sommes beaucoup basés sur les institutions comme Human Rights Watch. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont elles qui ont un poids auprès des Nations Unies. Même si le conférencier ne remet pas systématiquement en cause le contenu des rapports sur les violations des droits de l'homme en Guinée, il dénonce tout de même l'appartenance politique des auteurs de ces rapports qui, selon lui, posent problème. Tout ce qui est dit dans ces rapports ne sont pas faux. Mais nous voyons clairement que les personnes qui font ces rapports n'ont pas la neutralité, l'indépendance de porter ces rapports. Du fait déjà qu'il milite quelque part. Mohamed Chérif valide pour un toilettage systématique de la société civile, seul garant d'une démocratie solide où les droits de l'homme sont respectés. Il faut faire table rasée. Il faut que la société civile se retrouve. On ne peut pas parler d'un véritable dialogue dans cette nation tant que la société civile ne se serait pas reconstituée. Parce que c'est son rôle. Elle est née, elle existe pour ça. Et au moment où elle existe pour ça et qu'elle ne peut plus intervenir, il y a un problème. C'est pour ça que nous demandons à ce que la société civile soit totalement dépolitisée et que nous pouvons maintenant travailler désormais sur les valeurs de la société civile pour que les citoyens, on puisse défendre les citoyens correctement et vraiment dignement. Et cette fois-ci, nous partons à Kouroussa, dans la sous-préfecture de Banfélé, à la découverte d'une dame avec une activité non commune. Elle confectionne des briques, un travail comme tant d'autres qui n'est pas facile car il demande la force physique, du temps et de l'énergie. Malik Sangana Kamara s'est intéressé à Dame Sayon Kourouma pendant qu'elle était en pleine activité. On vous y amène, suivez. Après plusieurs heures de course sous cette piste poussiéreuse reliant Kouroussa Banfélé, nous voici enfin arrivés dans la commune rurale de Sayon Kourouma. Dame Sayon n'est pas chez elle, à la maison, mais sur le chantier où elle fait des briques. Au four et au moulin, elle se trouve dans cette mare où elle patauge dans la boue. La roue à la main, Sayon fait le mélange pour avoir sa matière première qui est la boue. Ce travail nécessite de l'énergie. Malgré tout, elle dit n'avoir pas le choix. Son époux, sous le poids de l'âge, n'a plus la force de l'assister dans les travaux physiques. Je suis en train de faire des briques. Quand elles cherchent, je les transporte en ville. En ce moment, je chercherai des gens pour me construire une maison. Je n'ai pas d'autre personne. Mon mari est vieux, il ne peut pas m'aider. Courageuse, déterminée et optimiste à construire son habitation, Sayon a appris auprès de personnes des techniques de faire des briques. Pour elle, le travail n'a pas de secret. Par jour, à la limite de sa possibilité, Sayon arrive au moins à comptabiliser une cinquantaine de briques fabriquées. Les travaux champêtres attendent aussi cette dame. C'est là où elle trouve à nourrir ses 5 enfants. Je cultive aussi la terre. Je fais le maraîchage. Lorsque les fruits donnent, c'est ce que nous mettons dans nos sauces.
Ces travaux physiques ne sont pas sans conséquence chez Sayo, surtout étant une femme. Elle dit avoir des maux de dos et tant d'autres plaintes corporelles. Et puis nous revenons à Conakry pour parler de cherté, de loyer. On en parle dans cette édition d'information. Des citoyens se plaignent des prix fixés par les concessionnaires et pour eux, le niveau de vie du Guinéen est précaire. Et ils demandent donc aux propriétaires des maisons et à l'État de revoir la fixation pour alléger leur situation. Plus d'explications avec Antoinette Dédé Onivogui et Amara Alexila. En Guinée, l'augmentation fantaisiste des loyers et les conditions d'obtention fâchent beaucoup de citoyens. Depuis le passage du bulldozer dans certains quartiers, ils sont nombreux les sans-abri qui pointent du doigt cette habitude moins catholique des concessionnaires. Trouver une maison à Conakry est devenu un véritable parcours de combattants. Les loyers sont devenus chers. Les démarcheurs aussi nous rendent la tâche difficile. Nous avons été déguerpis par l'État et je suis jusqu'à présent sans abri. Et c'est le seul complet qui me reste. Tous mes bagages sont dehors. Si je ne trouve pas où aller, je préfère rentrer au village. Dans cette situation, Alassane, comme tant d'autres concessionnaires, estime que les responsabilités sont partagées entre le gouvernement et les démarcheurs. Certains citoyens disent que nous avons augmenté le loyer. C'est vrai, mais c'est indépendamment de notre volonté. La concession que je gère aujourd'hui est un héritage familial. Et je ne travaille pas. Donc c'est la seule source de revenus que nous avons dans la famille. Au-delà, les démarcheurs aussi nous sous-traitent. Donc c'est compliqué. Selon l'initiateur de pétition Tous contre le loyer cher, la cherté du loyer est une violation flagrante du droit du citoyen lambda, qui de nos jours est une situation difficile pour la plupart des populations qui vivent dans la précarité. Pourtant, depuis 2015, plusieurs luttes ont été effectuées. Sans succès. L'idée en fait c'était d'envoyer nos députés à voter une loi qui encadre le secteur. Très malheureusement la loi, on est venu faire la pression mais il n'y a pas eu d'avancée très malheureusement et nos compatriotes continuent à être victimes de cherté de loyer parce qu'il n'y a pas d'alternative possible. C'est vrai qu'aujourd'hui l'État est en train de construire des logements sociaux mais écoutez, ça va prendre combien de temps pour que nos compatriotes puissent se loger dans ces maisons? Quelle est la véritable politique mise en place pour résoudre définitivement le problème de cherté de loyer? Pendant ce temps, le gouvernement annonce des mois difficiles. Et puis la coopération guinéo-marocaine continue de se faire sentir au pays du 2 octobre. À la cité douane de Koléa, plus de 1000 logements vont être réalisés et livrés. C'est un projet du groupe Adoha bâti sur une architecture moderne et esthétique. Chaque appartement a été réalisé en répondant aux exigences des clients et placé sous le signe du bien-être avec des prix variés. Ce mardi, quelques bâtiments réalisés ont été présentés à la presse. C'est un reportage de Mohamed Valek, réalisé par Mohamed Valek Touré et Mohamed Alousseni Camara. S'étendant sur 2 hectares et situé dans le quartier Koléa, la cité douane est un site qui offre un programme résidentiel de haut standing. De par son emplacement de choix pour un cadre de vie familial épanoui, la cité est donc un choix de près de 1000 appartements qui proposent des surfaces adaptées. Ce sont notamment des maisons d'1 à 3 chambres avec une surface moyenne de 36 mètres carrés, des cuisines équipées avec buanderie et des balcons à des prix variés. Un projet réalisé par le groupe Adoha, leader immobilier au Maroc depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, il y a une convention que nous avons entre la République de Guinée et la société Adoha. Les pouvoirs publics nous aident au quotidien à avancer sur le programme. Alors nous avons l'ambition, à l'instar de ce que nous avons réalisé auparavant, de dupliquer ce même modèle, ce même projet. La cité douane est un premier programme de 800 unités. Nous nous sommes engagés à réaliser 3000 unités. Donc vous pensez bien qu'il y a un deuxième programme que nous espérons reprendre, celui de la cité police.
Le groupe Adoha, leader de l'immobilier au Maroc, se déploie dans 12 villes au royaume chérifien. Il a à son actif plus de 190 000 logements, permettant l'accès à la propriété à de nombreux ménages. Pour les clients, un titre foncier garantira le privilège d'être propriétaire de votre appartement. Les prix, c'est à partir de 396 millions jusqu'à 1 milliard pour les F2 jusqu'au F4. C'est des superficies qui vont, pour les plus petites, c'est des studios de 40 mètres carrés jusqu'à une centaine de mètres carrés. Nous pensons que la Guinée peut bénéficier de l'expertise de Adoha. Adoha qui est un groupe qui n'est plus à présenter. Le groupe Adoha place toujours la satisfaction et la confiance de sa clientèle au cœur de sa démarche, notamment dans la qualité de ses produits. Pendant que d'autres constructions sont en cours, quelques appartements sont déjà occupés. Les acquéreurs trouvent un cadre de vie génial. Le premier à avoir habité pendant plusieurs mois avant que les autres ne viennent. C'est une satisfaction pour moi parce que aujourd'hui je peux dire que je suis chez moi. J'ai l'appartement avec mon titre foncier et ça fait déjà une tranquillité parce que l'un des problèmes majeurs qui se pose à notre société, c'est avoir un habitat décent. Le promoteur marocain s'engage sur une garantie décennale pour le bien-être des clients. Au Maroc, plus de 200 000 logements ont été réalisés et livrés par l'entreprise, 1 000 au Sénégal et 20 000 en Côte d'Ivoire. Pour la Guinée, plus de 1 000 logements sont en cours de réalisation. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous pour l'attention et bonne soirée sur Espace TV.